Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Chérine Ziani, experte en développement durable, et j'aurai le plaisir d'animer cette rencontre aujourd'hui. Le SIAM, cette année, 2024, 16e édition, se tient, comme vous le savez, sous la thématique du climat et de l'agriculture pour des systèmes de production durables et résilients. Ces thématiques résonnent aujourd'hui et depuis plusieurs années, profondément avec l'engagement de Centrale Danone en faveur d'une agriculture responsable et respectueuse de l'environnement. Nous abordons donc ce panel sous l'angle de l'élevage laitier et des changements climatiques et des approches de durabilité que nous nous devons d'adopter. On l'a vu ce matin, on l'a vu lors de différentes conférences depuis le démarrage du SIAM, les défis climatiques sont à l'ordre du jour. Ils exigent une transition vers une économie bas carbone. Et la question de l'élevage est bien entendu au centre de tout cela. Comment peut-elle être évitée? Les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités d'élevage, notamment des vaches, des veaux, des taureaux, soulèvent des préoccupations majeures quant à leur viabilité dans un contexte de limitation du réchauffement climatique. La spécificité particulière du secteur agricole, et les ingénieurs présents parmi nous le savent mieux que moi, c'est que ces gaz à effet de serre ne sont pas causés par les énergies ou par le CO2. Elles sont particulièrement dues au méthane. Au Maroc, 68% des émissions nationales de méthane proviennent de l'élevage, principalement dû à la fermentation intestinale des ruminants et à la gestion des déjections animales. Deuxième gaz, protoxyde d'azote. Et au Maroc, là aussi, 80% des émissions nationales du protoxyde d'azote proviennent de la culture des sols, essentiellement à cause de l'utilisation d'engrais azotés, minéraux et organiques. On est bien d'accord, notre alimentation aujourd'hui ne peut pas se passer du secteur qui nous réunit. L'élevage laitier est au centre de nos habitudes alimentaires. Il nous faut adopter des approches résilientes, durables et innovantes pour réduire notre impact et augmenter notre résilience climatique. Sans plus tarder, j'invite nos experts à me rejoindre sur scène pour débattre de ce sujet. Madame Nihal Bounaïm, chef de projet de la Fondation Crédit Agricole du Maroc. Madame Julia Tatin, agribusiness développeur pour la région MENA Afrique. Et Madame Fatem Zahra Laïbout, Growth and Innovation Senior Manager à l'AgriAge de l'UM6P. Pour un peu de parité, Monsieur Mustafa Habib, Country Manager de Shurba Morocco. Monsieur Badr Ben Jelloun, chercheur en génomique à l'INRA. Monsieur Naoufel Roudiès, Head of Business Unit, Al-Moutmir, UM6P. Et enfin, Monsieur Emmanuel Marchand, vice-président Africa Milk Sustainability, Danone. Avant de démarrer nos débats, j'aimerais tout de même céder la parole à Madame Nathalie Alquier, présidente directrice générale de Centrale Danone. Bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier beaucoup notre panel de distingués experts pour venir éclairer ces débats. Je veux faire court pour leur laisser la place. Danone, de par le monde, a pris des engagements forts en matière de réduction des impacts carbone et des impacts de méthane. Notre engagement mondial est de réduire de 30% la production de méthane à horizon de 2030. Au Maroc, nous aurons le même objectif et c'est évidemment un très grand défi. J'ajoute qu'au Maroc, on a deux éléments. D'une part, bien sûr, nous ressentons les impacts climatiques directement. Malheureusement, la sécheresse a des impacts dans toutes les filières agricoles, évidemment aussi pour nous dans la production laitière.
Mais également, le Maroc doit absolument être autosuffisant dans sa production laitière. Il en va d'une souveraineté alimentaire et quand tous les pays se posent des questions sur leurs élevages, il ne faut pas compter sur les autres pour produire le lait dont les Marocains auront besoin. Donc il est très important de trouver des pistes pour concilier de façon équilibrée cette souveraineté alimentaire, cet accès à un très bon produit nutritionnel très intéressant pour la diète à tous les âges et en même temps, bien sûr, une agriculture responsable et des impacts méthane et carbone les plus bas possibles. Voilà, merci beaucoup à tous nos experts. Merci Madame Alquier. Je vous propose de visionner ensemble une vidéo qui va nous permettre de poser un peu la thématique, de comprendre un peu plus les sujets que nous adresserons avec nos experts. Vidéo s'il vous plaît. Nous sommes à un moment crucial où la crise climatique impose des défis sans précédent à tous les secteurs économiques, y compris l'élevage laitier. La récurrence de phénomènes météorologiques extrêmes comme la sécheresse pluriannuelle que connaît le Maroc, la diminution des ressources en eau et la dégradation des terres agricoles compromettent la viabilité d'un secteur essentiel pour le monde rural et l'économie nationale. Face à ces défis, l'action est impérative pour atténuer les effets dévastateurs des changements climatiques sur l'élevage laitier. L'élevage laitier est étroitement lié au changement climatique, notamment à travers le méthane, gaz à effet de serre, émis par les vaches. Pour autant, il est important de reconnaître que ce secteur est influencé par des pressions environnementales et économiques considérables. Dans un monde où transformer complètement ce secteur n'est pas une option immédiate, il devient indispensable de réinventer nos pratiques et nos systèmes de production laitière. Notre but est clair, continuer à fournir les produits laitiers nécessaires à nos besoins alimentaires, tout en réduisant considérablement notre empreinte carbone et en minimisant les impacts sur le climat. Au final, l'objectif est de parvenir à un équilibre entre les exigences environnementales et les besoins alimentaires, en reconnaissant l'interdépendance et l'influence mutuelle entre le changement climatique et l'élevage laitier. Promouvoir des pratiques d'élevage durable est donc indispensable. Voici quelques mesures essentielles à mettre en œuvre, former aux techniques de l'élevage laitier, reproduire et améliorer génétiquement le cheptel marocain, en vue d'une meilleure productivité laitière par vache. Recycler les déchets et les effluents, au niveau des fermes et des centres de collecte de lait, il est vital de développer des systèmes de recyclage efficaces qui réduisent l'impact environnemental et augmentent la circularité des ressources. Parmi les techniques utilisées, le biodigesteur permet la fermentation des fumiers et des lisiers produits, les transformant ainsi en engrais organiques et en gaz combustible. Utiliser les énergies renouvelables, adopter des solutions énergétiques renouvelables au niveau des fermes laitières, telles que le pompage solaire pour la production des fourrages, peut significativement diminuer la dépendance aux combustibles fossiles et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cultiver des fourrages résilients et économes en eau, opter pour des cultures fourragères qui nécessitent moins d'eau et moins d'intrants chimiques permet de maintenir la productivité tout en conservant les ressources hydriques vitales. Maîtriser les émissions de CO2 et de méthane, grâce à des pratiques de gestion améliorées, y compris l'alimentation optimisée des bovins et la gestion managériale des fermes, il est possible de contrôler et réduire les émissions nocives, en utilisant des outils certifiés de calcul et d'évaluation des émissions par secteur d'activité. Pratiquer l'agriculture régénérative, encourager l'utilisation de matières organiques, adopter des méthodes de labour raisonnées, une fertilisation équilibrée, une irrigation rationnelle, et d'autres techniques visant à restaurer et à régénérer les sols agricoles. Dès lors, plusieurs questions émergent autour de ce sujet. Quels sont les défis pour la mise en place de ces pratiques durables dans l'élevage laitier marocain ? Comment les technologies modernes et l'intelligence artificielle peuvent-elles être utilisées pour surmonter les défis ? Quel rôle les acteurs gouvernementaux et les initiatives privées doivent-ils jouer pour faciliter la transition vers la durabilité ? Nous vous invitons à explorer ces questions et bien d'autres pour construire un avenir durable pour le secteur de l'élevage laitier national. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert et j'espère que le débat sera riche et constructif aujourd'hui. Centrale Danone s'inscrit dans une approche d'intelligence collective, dans une approche de concertation, d'engagement de ses parties prenantes pour justement soulever ce débat de résilience climatique du secteur agricole et du secteur de l'élevage laitier. C'est pour cela que l'on a réuni aujourd'hui ces experts pour partager les bonnes pratiques, pour identifier ensemble les innovations qui peuvent contribuer à la réduction
de nos émissions de CO2. Il est aussi question de stimuler le débat national, de nous pencher sur le sujet de la gouvernance, des rôles et des responsabilités. On va tenter ensemble de répondre aux différentes questions que vous avez vues projetées sur cette vidéo en parcourant et en faisant connaissance avec nos experts, avec leurs expertises et les différentes initiatives qu'ils ont pu mettre en place, chacun de leur côté, au sein de leurs organismes et entreprises. Pour commencer, je vais me permettre de me tourner vers M. Mostafa El-Habib. Je rappelle que vous êtes Country Manager de Tourba Morocco. Vous êtes expert en gestion des fermes et en adoption des nouvelles technologies dans les processus de production agricole. Est-ce que vous, dans le contexte et des différents éléments qui ont été énoncés par cette vidéo, quel est le rapprochement aujourd'hui avec les principaux projets qui sont portés par Tourba pour soutenir le développement agricole local et promouvoir la durabilité environnementale de ce secteur? Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour l'invitation de Tourba à ce débat passionnant. Effectivement, Tourba, en tant qu'acteur pionnier dans le carbone farming, qui vise principalement d'accompagner nos agriculteurs vers la transition vers une agriculture plus durable et plus résiliente à travers l'implémentation des pratiques de l'agriculture de conservation. Aujourd'hui, nous croyons donc chez Tourba que concilier productivité et durabilité, c'est possible. Ça veut dire qu'on peut nourrir l'humanité tout en préservant l'environnement. Effectivement, donc, au niveau de l'élevage laitier, c'est un défi majeur. Des moments où nous, on a passé presque la totalité de notre carrière en tant que manager des grands projets laitiers. Effectivement, concilier ces deux dilemmes, c'est important pour l'avenir du secteur et à travers l'implémentation des nouvelles pratiques. Et des moments que nous, en croyant que l'alimentation représente 70% des performances de l'élevage laitier, des coûts laitiers, et aussi il représente 70% des problèmes et des solutions. C'est à travers l'alimentation, chez nous, qu'on croit que si on peut implémenter des pratiques résilientes, qu'on peut attribuer à résoudre cette problématique et améliorer la performance de nos élevages. Et quand on dit alimentation, c'est trois aspects différents. Le premier aspect, c'est au niveau de l'adaptabilité et le choix des cultures fourragères pour un système résilient à travers en évitant un seul modèle pour toutes les régions, pour toutes les fermes. Donc les petits agriculteurs, ils ont besoin d'un système adapté qui peut donc leur aider à lever les contraintes climatiques tout en produisant avec un optimum de production qui leur permet un revenu stable. Et pour les grandes fermes, ils ont leur propre système qui leur permet de concilier entre productivité et durabilité. Deuxième partie, bien sûr, en tant que zootechnicien, c'est l'optimisation des rations alimentaires, de telle sorte à avoir un équilibre. Aujourd'hui, avant, c'était un équilibre nutritionnel pour maximiser ou optimiser la production. Aujourd'hui, à travers l'incorporation de la durabilité, on pense aussi à un équilibre nutritionnel qui permet productivité et aussi donc moins de production de méthane, donc à travers des nouvelles techniques de rationnement, à travers de nouveaux produits donc qui permettent technologiques ou nutritionnels qui permet l'optimisation de la production de méthane et aussi à travers l'optimisation de la santé des vaches qui permet aussi une optimisation de la production. Et le dernier point dans ce volet, c'est la gestion des effluents d'élevage. Parce que aussi c'est une source de production de méthane à travers donc la gestion des effluents, que ce soit à travers le compost, biogaz ou autre. Avant de me tourner vers notre prochain intervenant, est-ce que vous pouvez nous rapprocher de manière plus concrète sur le terrain? Comment est-ce que vous collaborez directement avec les agriculteurs? Et puis comment est-ce que vous les accompagnez dans cette transition vers les nouvelles pratiques?
Chez Torba, aujourd'hui, nous, on accompagne particulièrement les agriculteurs dans le domaine de la production, soit céréalière ou fourragère, à travers donc le système de carbone farming, qui est le principal. De toute façon, le système il est basé sur une contractualisation avec les agriculteurs, leur engagement, l'implémentation des pratiques. Donc nos cadres et nos techniciens, ils le suivent à travers toute l'année pour les former, les entraîner à implémenter ces pratiques. Deuxième phase, c'est la phase de monitoring et quantification de tout ce qui est donc carbone séquestré au niveau du sol, donc à travers nos applications, nos modèles biogéochimiques donc développés par Torba. Et bien sûr, le dernier volet, c'est la certification et la génération des crédits carbone et bien sûr la valorisation de ces crédits à travers la vente au marché du volontiers du carbone. Et chez Torba, nous, on engage à ce que 65% de la manne financière générée des crédits carbone, on la redistribue à nos agriculteurs, de telle sorte que cette manne financière, c'est une sorte d'incitation à nos agriculteurs à adopter cette pratique. On retient que la proximité terrain est très importante et je rappelle que Centrale Danone a tenu ce matin une autre table ronde pour présenter son programme Hlib Bladi qui accompagne aujourd'hui plus de 10 000 agriculteurs et qui justement est porté et nourri par la proximité des agents de Centrale Danone sur le terrain. Je me tourne à présent vers Madame Nihal Bounaïm, chef de projet de la Fondation Crédit Agricole. Vous avez mené un projet pilote d'élevage laitier durable dans la province de Sedla pendant le Covid, il me semble. Il a porté sur 5 axes de développement principaux et il a surtout permis beaucoup d'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous parler des mots? Effectivement, je te remercie, Chérine. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'expérience qui a été menée par la Fondation Crédit Agricole du Maroc pour le développement durable, en collaboration avec l'ambassade des Pays-Bas au Maroc, à travers un cofinancement de leur part à hauteur de 60% à travers la Netherlands Enterprise Agency. Avec ce projet, l'objectif pour nous était justement d'accompagner des exploitations d'élevage laitier vers plus de durabilité. Et l'idée derrière était également de concrétiser la création d'un modèle d'élevage laitier qui répond aux exigences marocaines à travers l'identification de matériel ou équipements ou bonnes pratiques d'élevage laitier durable qui va pouvoir nous permettre de réaliser cet objectif-là. Donc, nous avons mandaté un groupement de bureaux d'études constitué d'experts marocains et néerlandais pour accompagner une vingtaine d'éleveurs clients de notre banque qui ont bénéficié de ce projet pilote sur 2 années. Et ce projet a été exécuté en 3 phases. Une première phase qui était une phase de diagnostic pour déterminer quelle était leur note de durabilité sur les 3 échelles de durabilité que nous avions identifiées pour le cas du Maroc, c'est-à-dire l'échelle agro-environnementale, la deuxième échelle est celle socio-territoriale et enfin l'économique. À travers cette première phase de diagnostic, les premiers résultats que nous avions constatés à l'époque étaient insuffisants. C'est-à-dire qu'une grande partie des éleveurs bénéficiaires de ce projet avait une forte, ou plutôt avait un taux assez élevé de dépendance à l'achat des aliments de bétail. Et cela était dû au fait qu'ils avaient moins de 5 hectares de superficie cultivée pour pouvoir justement avoir une autonomie fourragère. Donc c'est grâce à ces résultats-là que nous avons, en concertation avec les experts, déterminé un plan d'aménagement et de conduite durable
qui était axé sur les 5 groupes d'intervention ou axes d'intervention sur lesquels on devait agir pour améliorer cette durabilité. Et donc ce plan d'aménagement et de conduite durable reprend 5 actions qui agissent principalement sur le bien-être animal, c'est-à-dire tout ce qui est mise à niveau des bâtiments et des infrastructures d'élevage. Le deuxième point étant d'agir sur l'alimentation des vaches et notamment optimiser les rations. Le troisième étant la sensibilisation à l'hygiène de la traite. Et le quatrième était la santé animale, c'est-à-dire la prévention, plus de prévention pour éviter des maladies et des accidents en faisant de l'écornage et en faisant le parage des ongles plus souvent. Et enfin, le troisième axe, c'était la protection de l'environnement en essayant d'optimiser la gestion des effluents, qu'ils soient liquides, et d'améliorer la gestion des effluents également, le fumier notamment, pour pouvoir l'utiliser par la suite pour les cultures pratiquées. Je poursuis ou... D'accord. Je n'aimerais pas monopoliser davantage. Donc, et pour rappel, c'est un projet qui a été conduit sur 2 ans et en même temps, nous l'avons mené durant un contexte qui était assez difficile. C'est-à-dire que ce projet a été lancé en début 2020, en pleine crise Covid. Et durant les 2 années d'exécution du projet, on a eu l'une des pires sécheresses au Maroc. Et s'ajoute à ça vers la fin du projet, lorsqu'on est arrivé pour faire l'évaluation finale, une inflation qui a eu un impact sur le coût des aliments qui a augmenté de plus de 30%. Et c'est là où on a remarqué que justement les éleveurs n'avaient pas cette autonomie fourragère et qu'aujourd'hui, pour pouvoir parler d'un élevage laitier durable, il faut absolument arriver à cette diversification des cultures et à cette autonomie fourragère. Car on est passé d'une charge d'alimentation initiale lors de la phase de diagnostic qui était entre 38% et 74% de la charge globale des exploitations à une charge qui a atteint 50 jusqu'à 90% de la charge globale de l'exploitation. Et donc vers la fin du programme en fin 2022, l'urgence pour plusieurs éleveurs était justement de maintenir la taille de leur cheptel. C'est ce qui a fait que le climat n'était pas favorable justement pour faire quelques investissements tels que l'amélioration des infrastructures des étables ou le recours à une installation améliorée des salles de traite ou autres. Et donc à travers cette évaluation finale que nous avions faite, nous avons tout de même pu remarquer qu'il y avait une nette amélioration sur les 2 échelles de durabilité qui étaient l'agro-environnemental et le socio-territorial. Et cela était principalement dû aux efforts qu'avaient fait les experts marocains et néerlandais de sensibilisation et de renforcement de capacité, dans le sens où on a tout de même été capable de mettre en place certaines recommandations et mesures qui ne nécessitaient pas beaucoup d'investissement financier. Et c'est comme ça comment on a pu tout de même noter une certaine amélioration. Malheureusement, et dû à ce contexte qui était assez difficile, l'échelle économique vers la fin du programme a tout de même baissé. Et ça a eu un impact sur la production laitière qui avait, durant l'année fin 2022, baissé d'à peu près 22%. Pour conclure,
J'ai essayé en fait de résumer 2 années de projets pilotes et d'expériences pilotes avec des éleveurs du bassin laitier du Tchadla en quelques mots, juste pour vous donner un peu une idée globale de ce qui a été réalisé. Mais s'il y a une conclusion à laquelle j'aimerais partager aujourd'hui avec vous, c'est le fait que la filière laitière dans le bassin du Tchadla contribue à la vitalité économique de la région. Et elle représente également un des piliers de la sécurité alimentaire de notre pays. Et pour nous, aujourd'hui, le fait de mettre en place un modèle d'élevage laitier durable qui soit économiquement rentable, viable et résilient face au changement climatique, c'est une nécessité. Or, pour le mettre en place, il faut travailler avec les éleveurs pour arriver à un seuil d'éducation et d'instruction de ces éleveurs-là pour qu'ils réalisent les défis et les enjeux auxquels ils font face aujourd'hui. Parce que nous, on était dans un contexte un peu difficile pendant pendant ces années-là d'exécution du projet, mais c'est quelque chose qui peut devenir pendant les années prochaines le quotidien des éleveurs. Et il faut en tirer les bonnes leçons et agir. Donc aujourd'hui, pour mettre en place justement un modèle d'élevage laitier qui nous semble être durable et viable, il faut déjà penser au rajeunissement de la population des éleveurs et essayer d'accroître toujours et continuellement leur niveau d'éducation et d'instruction. Il faut également veiller à les encadrer et les accompagner avec beaucoup de renforcement de capacité, que ce soit sur les bonnes pratiques de production laitière, et cela passe par le bien-être animal et l'optimisation de la production, mais également par l'amélioration de leurs techniques agro-environnementales pour justement diversifier les cultures et arriver à cette autonomie fourragère pour ne plus être dépendant de l'achat des aliments. Ensuite, nous avions essayé de mener quelques expériences avec nos éleveurs bénéficiaires du programme pour les inciter à utiliser ou à enregistrer les données pour pouvoir faire un suivi et une évaluation des paramètres de production qu'ils utilisent. Donc c'est quelque chose également qui nous paraît indispensable à mettre en place avec les éleveurs. Et pour conclure rapidement, il me reste encore 2 points que j'aimerais partager avec vous, c'est-à-dire... Dans tous les cas, aux différentes recommandations, mais... Exactement. La préservation des ressources naturelles, et c'est l'eau, vu qu'on était en pleine sécheresse, et c'est quelque chose que... malheureusement, notre pays est dans une région qui est touchée qui peut être touchée souvent par la sécheresse. Donc, c'est la protection de la ressource en eau et qui est indispensable, que ce soit pour l'abreuvement du bétail ou également pour la production végétale. Et enfin, la mise à niveau des infrastructures et des équipements reliés à l'élevage, c'est-à-dire la mise à niveau des étables, l'introduction des énergies renouvelables et de mesures d'efficacité énergétique. Tout ça sont des mesures qui, dans tous les cas, ont un impact sur notre résilience face au changement climatique. Je vais me permettre de retenir un point central des différentes recommandations que tu nous partageais et de l'expérience du Tchadla, c'est tout le volet social, tout le volet approche aux fermiers, rajeunissement des populations et formation. J'aimerais me tourner vers M. Anas Liyachi pour peut-être partager avec nous justement ce qui se fait en matière de formation. Micro, s'il vous plaît. À travers le programme Hleb Bladi qui permet justement cette montée en compétences et montée en capacité continue de nos partenaires éleveurs et fermiers. C'est bon. Merci Chéline. Donc en fait,
pour l'exemple du Halib Bledi, c'est en parfaite cohérence avec le projet Crédit Agricole dans le ZLA. Et une bonne partie du budget qui a été alloué au projet Halib Bledi a été alloué dans le sens de la formation, dans le sens de l'accompagnement, parce on sait tous que la taille des exploitations, la proximité, les aspects logistiques sont une grande entrave d'accessibilité à l'éleveur. Et donc, l'impact peut être vraiment très faible si on veut toucher tout le monde en même temps par rapport à un impact d'une ferme qui a 100 vaches ou 150 vaches. Donc il faut des moyens humains importants. C'est le cas de Halib Bledi. On est en train de recruter des équipes qui sont dédiées à l'encadrement et à la formation. On a des budgets qui sont vraiment réservés à ces recrutements, mais aussi à la formation. Et les formations sont de deux types. Il y a des formations de proximité ciblées pour les hauts potentiels avec des thématiques et des suivis au quotidien avec des indicateurs qui couvrent une bonne partie des périmètres dont vous avez parlé en matière d'alimentation, de gestion de l'alimentation, de gestion de l'eau, disons d'optimisation des ressources, avec une finalité, un objectif qui est clair pour nous, c'est une bonne productivité, rentabilité, une pérennité de l'exploitation. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, on se rend compte avec les enquêtes qui ont été faites par les équipes notamment, il y a des problématiques d'équipement, mais il y a aussi des problématiques de gestion. On se retrouve avec des coûts qui parfois sont plus élevés par rapport au potentiel de la vache. Et inversement. Donc disons que l'idée étant d'aligner les bonnes pratiques, étant de former les gens, étant aussi de fixer les populations dans leur région et de les encourager à développer et à intensifier leur activité. Et c'est l'objectif de Halib Bledi. Merci. Merci beaucoup, M. Yachi, pour cette intervention. Les éleveurs, les tailles des exploitations sont différentes et la granularité du secteur agricole et de l'élevage laitier est particulière. La complexité est très souvent de pouvoir accompagner les tout petits, là où les grands ont plus de facilité à accéder aux équipements, aux formations et à toute la partie technique. Je me tourne vers Madame Julia Tatin, qui, je le rappelle, est experte en agroéconomie internationale et en transition vers une agriculture durable et résiliente. Vous êtes là en tant qu'agribusiness développeur pour la région MENA-Afrique et j'ai compris à travers nos échanges que vous êtes beaucoup sur le terrain et donc confronté aux difficultés opérationnelles du petit éleveur et du moyen éleveur. Quelles sont, selon vous, les approches à customiser, justement selon les tailles? Oui, c'est vrai que je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, pour un tout petit peu expliquer mon activité, donc ça fait maintenant bientôt 18 ans que je travaille au Maroc. Pendant 15 ans, j'ai travaillé dans la production agricole, un peu moins de 15 ans, et ces 4-5 dernières années, j'ai monté une société qui s'appelle Agritentech, et mon objectif était d'apporter des technologies qui n'étaient pas encore présentes sur le marché marocain pour en fait accompagner les agriculteurs et les éleveurs vers des pratiques plus durables, vers de l'agriculture régénératrice, vers l'agriculture biologique, vers de l'élevage biologique. Mais c'est vrai, on en parle, on se dit nous on veut réduire par exemple les émissions de méthane, on veut avoir une meilleure fertilité du sol, on veut faire de l'agriculture biologique, mais après il nous faut les produits en fait pour pouvoir faire ça. Et il y a, on va dire que bien sûr il y a les nouvelles technologies, mais il faut aussi qu'elles soient abordables aux éleveurs et aux agriculteurs. Et c'est ça aussi un peu les défis qu'on a, c'est que des fois les éleveurs ils ont peur en fait d'aller vers de nouvelles pratiques parce qu'ils se disent c'est cher, déjà on a beaucoup de problèmes, on doit changer notre façon de travailler et on ne veut pas rajouter un coût et en plus quelque chose qu'on ne connaît pas sur voilà, avec cet avenir qui est quand même incertain parce que voilà, on le vit au quotidien, tout ce qui est changement climatique.
Et alors, pour aller un peu plus loin, donc, l'un des sociétés avec lesquelles je travaille, c'est une société italienne qui a développé un complexe d'huile essentielle, qui font ça depuis plus de 20 ans. On travaille dans beaucoup d'élevages et les huiles essentielles aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on appelle les nouvelles, les pratiques alternatives, les nouveaux produits. On travaille par exemple beaucoup dans les élevages de volailles en remplacement des antibiotiques de croissance. Aujourd'hui, on a beaucoup de résultats. Et dans les élevages bovins, en fait, on sait qu'en apportant des huiles essentielles, des complexes d'huiles essentielles, on n'est pas en train d'apporter 3 gouttes d'huile de romarin et 2 gouttes, voilà, c'est des complexes qui ont été élaborés, stabilisés. Et donc, on apporte ça dans l'alimentation animale, soit dans l'alimentation, soit dans l'eau de boisson. Et aujourd'hui, on joue sur tout ce qui est système immunitaire, bien-être animal. Et on le sait que maintenant, on est même en train de dire que l'estomac, c'est un peu notre premier cerveau. Et on sait que quand la flore intestinale et quand l'estomac, bon, pour le bovin, ça sera même le rumen, va bien, et ben on a beaucoup de conséquences. Les huiles essentielles, elles ont un aspect virucide, fongicide, bactéricide. Et aujourd'hui, les retours qu'on a, c'est que sur le terrain, on peut jouer sur la performance des éleveurs, parce que bien sûr, en améliorant tout ce qui est système immunitaire, flore intestinale, on va jouer sur les problèmes, l'un des principaux problèmes des éleveurs qui sont tout ce qui est cellules somatiques, on va améliorer la qualité, par conséquent, on va augmenter les quantités de lait. Donc ça, on a des bons retours dessus. Et pour nous, dans un contexte plus global, une meilleure digestibilité joue en fait sur les émissions de méthane. Parce qu'en fait, on sait aujourd'hui que si on accélère... Alors bien sûr, vous avez le problème de la méthanisation, il est complexe. On peut jouer sur l'alimentation, on peut jouer sur beaucoup de facteurs. On va même lire que, par exemple, mieux vaut donner du concentré que du fourrage. Mais enfin bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, qui peuvent être opérationnelles ou pas. Hein. C'est ça, de toute façon, tout l'enjeu. Mais aujourd'hui, on sait qu'en améliorant en fait la digestibilité, la rapidité de la digestion, eh ben, on va jouer sur les émissions de méthane. Et ça, c'est important. Et en fait, aujourd'hui, on peut apporter une solution aux éleveurs qui allie en fait un enjeu global qui est les émissions de méthane et la performance des éleveurs. Et ça, c'est vrai que les huiles essentielles, c'est vraiment les nouvelles, les nouvelles technologies, j'ai envie de dire. Voilà, qui sont. Mais maintenant, je vais vous expliquer le problème, c'est que aujourd'hui, les résultats, ils sont là. Ça, il n'y a pas de. Enfin, après, bien sûr, mais on a les résultats, on le voit sur le terrain. Mais après, c'est comment faire adopter ces nouvelles pratiques aux éleveurs. Et en fait, c'est ça le problème, parce que aujourd'hui, dans le contexte actuel, les gens ils veulent tout de suite du résultat. Et par exemple, les huiles essentielles, ça fonctionne pas comme ça. Vous devez le mettre tous les jours. Vous avez en fait, ça petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, vous avez des résultats qui vont devenir de plus en plus intéressants sur plein de différentes. Vous allez jouer sur l'immunité des veaux, la fertilité des vaches, sur les différentes maladies. Enfin, on peut jouer sur plein de choses et la quantité de lait, bien entendu. Mais pardon. Et j'imagine au-delà de tout le processus thérapeutique, je vais l'appeler comme ça. Oui. Il y a le sujet de la scalability, de comment est-ce qu'on va pouvoir élargir ça à un plus grand écosystème d'éleveurs. Aujourd'hui, oui, à travers les initiatives qui ont été portées par Agribusiness, vous avez pu approcher ou accompagner combien d'éleveurs ou de... On a accompagné quand même plusieurs... on a accompagné aujourd'hui plusieurs sociétés. Alors, on a accompagné des petits éleveurs qui ont 5-10 vaches, comme on a accompagné des groupes qui ont 200 ou 300 vaches, beaucoup plus dans la région de Taroudante et quelques éleveurs dans le nord du Maroc. Pourquoi? Parce que ce qui est compliqué, en fait, c'est le changement de la perception de l'utilisation, en fait, de ces nouvelles pratiques. Parce qu'aujourd'hui, l'éleveur, il a l'habitude de mettre un antibiotique et qu'il y a un effet immédiat, et l'huile essentielle ne fonctionne pas de cette façon-là.
et aussi parce que sur le terrain, beaucoup n'ont pas les moyens d'utiliser les huiles essentielles. Pourquoi? Parce que les huiles essentielles, c'est de très faibles doses. Donc soit il faut avoir des mélangeurs, soit il faut avoir par exemple des pompes doseuses pour les mettre dans l'eau de boisson. Et ça, en fait, on se rend compte que sur les terrains, beaucoup de gens n'ont pas ce matériel-là. Et donc, mélanger 3 grammes par vache par jour, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc voilà, donc il y a des... Encore une fois, au sujet de l'accompagnement. Oui, de l'accompagnement, voilà, c'est ça. C'est vraiment le changement. Mettre en place les différentes pratiques. Et c'est vrai qu'eux, ils ont peur parce qu'ils se disent, on va rajouter un coût. Et en plus, il y a ça, c'est le fait de rajouter un coût. On va leur dire qu'il y a de la performance et tout, mais c'est sur du long terme. Et là, il y a vraiment un changement de perception. Mais il y a des solutions aujourd'hui qui existent et qui sont bien présentes sur le Maroc. Et là, voilà, aujourd'hui, de participer à une telle conférence où on a un vrai objectif de diminution de méthane, de changement de pratique et tout, ça nous aide, nous, sur le terrain, pour travailler ça au quotidien. Voilà. Merci beaucoup, Madame Tatin, mais vous nous permettez d'enchaîner sur la recherche, sur les pratiques alternatives, mais sur la recherche de manière beaucoup plus générale. Et je me tourne vers Monsieur Badr Benjelloun. Je rappelle que vous êtes chercheur en génomique du bétail à l'ENRA, chef du Centre régional de recherche de Rabat et expert en génomique du bétail en pratique durable de l'élevage laitier. Je vais vous interpeller un moment sur la partie de la scalability parce que c'est important qu'on puisse adresser ce sujet aujourd'hui lors de ce panel. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous rapprocher de ce que dit la recherche aujourd'hui, de ce qui est porté par l'INRA comme initiative? Bon, en fait, on est en situation... Merci d'abord pour l'invitation. On est là dans une situation contraignante, bien sûr, comme ça a été dit. Et je pense qu'on est obligé de travailler ensemble, de regrouper tout le monde, de mettre tout le monde autour d'une table et de discuter. Plus loin que ça, peut-être il faut institutionnaliser ces mécanismes. La recherche, vraiment, on a fait des choses dans tout ce qui est regroupement autour de Living Lab, parce que c'est là où on peut échanger d'une façon fluide, régulière, et surtout institutionnalisée, c'est-à-dire regrouper tous les acteurs, travailler ensemble entre les chercheurs, les fermiers, tous les acteurs de la chaîne, agrégateurs, centrales d'annonces, c'est ce qu'on fait là un peu, acteurs du conseil, ingénieurs, et aussi la formation, il ne faut pas les oublier. Et je pense que c'est comme ça. Alors, pour l'action de la recherche, je ne peux pas m'empêcher de parler des innovations qui ont été développées, qui sont toujours en cours de développement. Il faut en tirer profit. Je pense qu'il y a moyen d'en tirer profit. On est un peu loin sur certains secteurs. Si je donne l'exemple, par exemple, des progrès génomiques, on n'est pas dedans, là, au Maroc. Je pense que dans ce secteur, dans ce volet, on peut faire beaucoup de choses. On peut raccourcir des intervalles qui étaient longs auparavant. Et je pense là, on a une valeur ajoutée, un manque à gagner, je pense, à exploiter. Et donc, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai... Oui, parfaitement. Et ce qui m'amène à la deuxième partie de ma question, comme je vous le disais, comment est-ce que vous envisagez justement ce rôle d'agrégation ou ce rôle d'agrégateur pour accompagner le renforcement de toute la partie recherche, mais aussi son application auprès de l'écosystème des éleveurs? D'accord. Donc, on ne peut pas faire des actions parce que la recherche... Oui, on peut mettre en place des solutions qui peuvent s'appliquer directement auprès des éleveurs. Mais je pense que la majorité des solutions sur lesquelles on est en train de travailler, ils visent les agrégateurs. Il faut un encadrement parce que ça interpelle les gens qui peuvent diffuser. Il faut des intermédiaires. Donc, et les agrégateurs, je pense, c'est le mieux placé pour aller dans cette direction. Je donne l'exemple, par exemple, si on veut aller sur l'exploitation de les fermiers directement, il faut vraiment regrouper les gens parce qu'il faut des prérequis pour mettre en place ces solutions.
qui demande l'implication de tout le monde. Merci beaucoup, M. Benjeloun. On revient au contexte spécifique de Centrale Danone et de Danone dans le monde. Je vous le disais au départ de cette rencontre, l'entreprise est engagée dans la promotion des pratiques agricoles durables, respectueuses de l'environnement. Diverses initiatives ont été menées au Maroc, mais dans différents pays, pour justement travailler en étroite collaboration avec nos amis, les agriculteurs et les éleveurs, et les encourager à adopter des méthodes de production qui soient responsables, résilientes, qui favorisent l'usage efficace des ressources naturelles, de la ressource hydrique, mais aussi la gestion en fin de vie des effluents et des déjections. Centrale Danone et Danone dans le monde ont également investi dans la recherche et le développement, dans les technologies, dans l'innovation, qui visent à réduire l'empreinte carbone tout au long de la chaîne de valeur, de la ferme à la table. Notre invité, M. Emmanuel Marchand, vice-président Africa Milk Sustainability de Danone, qui a accepté de faire le déplacement. Aujourd'hui, Danone dans le monde a pris un objectif ambitieux, celui de réduire à horizon 2030 de 30% son impact méthane. C'est un programme qui s'aligne bien évidemment avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique en dessous d'1,5 degré. C'est un objectif particulièrement bold qui nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens et beaucoup de programmes et d'initiatives sur le terrain. Pouvez-vous nous rapprocher de ce qui est mis en place aujourd'hui par Danone dans le monde pour y parvenir? Merci beaucoup. Alors effectivement, Nathalie l'a rappelé, et vous venez de le rappeler, Danone s'est donné une ambition forte de réduction de l'impact carbone et méthane. Donc moins 30% d'ici 2030. 2030, ça va arriver très vite. On avait une discussion au déjeuner où on disait une transformation agricole en 5 ans, c'est rapide. Donc on est bien conscient que c'est ambitieux. Alors, je vais passer un tout petit peu de temps à vous dire pourquoi on a pris cette ambition, mais surtout, je vais essayer de vous convaincre de 2 choses. La première, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre réduire notre empreinte méthane et notre sécurité alimentaire ou notre adaptation au changement climatique, et qu'au contraire, des leviers qui vont être travaillés en synergie. Et c'est important parce qu'évidemment, il y a urgence sur les sujets d'adaptation. Et la deuxième chose, c'est que c'est possible. On pense que c'est possible. Mais ça sera possible seulement, et plusieurs l'ont déjà dit, si toutes les forces en présence travaillent ensemble. Il y a énormément de connaissances. Il y en a énormément au Maroc en particulier. Je suis très impressionné. Énormément d'expérience, de résultats. Et donc la vraie question, c'est comment on va se mobiliser tous pour être capable d'adapter nos agricultures aux défis de notre temps. Alors si je reprends le pourquoi, le pourquoi pour une entreprise comme Danone, c'est assez clair, on l'a rappelé au début, l'agriculture représente une énorme part de l'empreinte méthane de l'humanité. Le méthane, ça a des particularités, mais en particulier, malheureusement, il est nocif très vite. Donc nous, on dit que le lait, la production laitière dans le monde, c'est 8% des productions de méthane. Donc si on résume, on ne peut pas être Danone engagé autour de la santé par l'alimentation de manière durable sans s'engager sur une réduction du méthane. Mais la deuxième raison, c'est celle que je vais vous expliquer davantage, c'est nous pensons que c'est un objectif qui est en synergie avec des transformations nécessaires plus largement de l'agriculture. Donc aujourd'hui, moi j'ai travaillé un petit peu avec nos équipes du Maroc, mais je ne m'occupe pas du tout que du Maroc. Ce que j'observe, c'est qu'il y a urgence parce que les populations continuent à grandir. Parce que ça grésille un petit peu, je ne sais pas si on peut m'aider. Oui. Donc les populations continuent à grandir,
évidemment, on a déjà l'impact du climat sur l'agriculture dans de très nombreux pays. Donc aujourd'hui, on parle du Maroc et on parle effectivement d'un cheptel qui a baissé de près de 30% après 4 années de sécheresse, et pas que ça d'ailleurs. Pas que la sécheresse, mais on parle, dans beaucoup de pays, on parle de baisse de production, de rendement de 5, 10, 15%, plus des baisses de cheptel. Donc on est en train déjà de voir l'impact très concrètement du climat sur notre sécurité alimentaire dans de nombreux pays, je répète, pas qu'en Afrique. À table, on parlait de l'Europe du Sud. En même temps, on a un sujet de revenu des éleveurs qui est très essentiel. Il y a beaucoup de pays où les éleveurs souffrent et il y a un manque de renouvellement de la génération des éleveurs. Il y a un pays pas loin du Maroc où l'âge moyen des éleveurs c'est 55 ans, je ne connais pas au Maroc. En France, c'est plus de 50 ans. Donc il nous faut une solution globale. Il nous faut une solution pour se nourrir, mais une solution qui fonctionne pour les agriculteurs. Et enfin, il y a la réalité de l'impact méthane du lait. Donc il faut réussir à trouver des solutions qui marchent pour ces 4 enjeux. Alors je vais énormément simplifier maintenant. Nous, on dit qu'il y a 2 grands enjeux. Il y en a un, c'est tout simplement la productivité ou le rendement. Et je vais simplifier. Si on a des vaches qui produisent plus de litres de lait dans leur vie, on aura moins de carbone par litre. C'est aussi simple que ça. On aura aussi plus de revenus et on aura aussi, et ça on est en train de l'étudier, moins d'eau utilisée par litre de lait. Or, il y a énormément de connaissances ici sur qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter la productivité de nos élevages. Et on sait qu'au Maroc et dans de nombreux autres pays, il y a une marge de progression qui est forte. Donc on sait ce qu'il faut faire, on sait même comment il faut le faire. La vraie question, c'est comment on va se mobiliser pour le faire. Et après, il y a un deuxième axe qui est... Celui-là est un peu plus... Alors, on sait beaucoup de choses, mais il y a encore des choses à découvrir, qui est effectivement l'adaptation, finalement, de l'alimentation, du fourrage, avec l'optimum de, finalement, l'impact sur le sol, le carbone, l'utilisation de l'eau et la nutrition. Là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont connues. On a peut-être un peu plus à chercher. Il y a aussi le domaine, on en parlait de la génétique, il y a beaucoup de choses connues. Il est certain qu'il va falloir, avec le temps, adapter les vaches au climat. Alors j'ai hyper simplifié pour dire, je crois qu'on a beaucoup des solutions pour faire ça, et donc du coup, comment on va le faire? Donc nous, du côté de Danone, effectivement, ce matin, on présentait l'Ibladi 2 au Maroc. Pour nous, c'est un de nos projets emblématiques, forts. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'étais très content de faire le déplacement, parce qu'on est fiers de ce que Centrale Danone fait, et effectivement, il y a toutes les composantes. Il y a énormément d'efforts de fait sur la formation, et je me souviens des équipes de Ibladi 2 qui nous disaient il y a des choses tellement simples pour commencer qui passent que par de la formation. Mais après, il faut de l'équipement. Et donc il faut ce que nous, dans notre jargon, on appelle du CAPEX. Donc il ne faut pas que des gens qui payent de la formation, il faut aussi de l'équipement. Et puis ensuite, oui, il faut de la santé animale, il faut des vaccins, et puis à un moment donné, on arrive à l'alimentation. Mais enfin, tout ça est connu. Et donc nous, on a préparé des projets de type l'Ibladi 2 dans tous les pays les plus importants où on a aujourd'hui des transformations à faire. On le fait sur la base de cette expérience passée qu'on a nous, mais aussi on le fait toujours avec d'autres. Et c'est ce que je voulais dire, j'ai entendu ça plusieurs fois. Donc il n'y a aucun projet de Danone qui se fait sans être dans un partenariat. On est persuadé que c'est en fonctionnant ensemble qu'on va y arriver, et je suis persuadé que c'est en travaillant encore mieux ensemble qu'on va y arriver.
Et je vais terminer, j'ai peut-être déjà été un peu plus long que ce que j'aurais dû, en disant il y a aussi un mur qu'on va casser, qui est celui du financement à plus grande échelle. Il faut qu'on arrive à mobiliser l'argent des entreprises, des gouvernements, des philanthropes, des banques, parce qu'il va falloir qu'on réussisse à prêter aux petits fermiers à grande échelle pour accélérer cette transition. Et ça, là aussi, j'observe qu'il y a beaucoup de choses qui sont en place. Il faut réussir à les mettre en place à une plus grande échelle. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Marchand. Je vais me permettre de revenir, si vous le permettez, Monsieur Benjeloun, vers vous. On avait, durant nos échanges, un peu discuté de toute la partie génomique. Et aujourd'hui, on fait face à des problématiques réelles en termes de productivité et de rendement. Concrètement, comment est-ce que la recherche en génomique peut améliorer ce sujet de rendement et de productivité pour une personne pas du tout avertie comme moi? Comment? Pour une personne pas du tout avertie comme moi. Oui, ok. Bon, c'est une question très intéressante. En fait, la sélection génomique, elle est basée sur des prédictions génomiques, d'accord? Donc, pour simplifier un peu le schéma, on fait une population de référence, une population d'entraînement. C'est-à-dire, on la met en place, on la phénotype correctement, on la génotype correctement. Phénotyper, ça veut dire relever les traits qui apparaissent chez la vache, d'accord? Et on la génotype, on lit qu'est-ce qui existe dans l'ADN, dans son ADN. On essaie, il y a des modèles, on optimise les modèles pour avoir une vraie prédiction lorsqu'on va donner un génotype, un ADN donné. On peut savoir exactement, avec plus ou moins de précision, qu'est-ce que ça va, cet animal, qu'est-ce qu'il va avoir comme potentiel, que ce soit production, mais là on est en train de travailler chez le mouton, pas chez la vache, chez le mouton pour les caractères d'adaptation, comment il s'adapte mieux au stress thermique. On a commencé la réflexion très récemment sur les émissions de gaz à effet de serre. Ça aussi c'est d'actualité, ça a été relevé par plusieurs experts. Et parce qu'il y a des bases génétiques de tous ces caractères, c'est-à-dire il y a toujours un lien avec l'ADN qui permet de réguler, de produire plus de gaz, de méthane ou de produire moins de méthane. La même chose, je reviens aux performances de production. C'est-à-dire, est-ce que cet animal va produire plus de lait? Mais on travaille là sur le potentiel. Parce que, en fait, un caractère de production, ça les gens le savent, c'est lié à ce qui est intrinsèque à l'animal, c'est l'ADN, c'est la partie génétique, et toute la partie environnementale. Qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Est-ce qu'on le soigne correctement? Est-ce qu'il vit dans des conditions correctes, etc. Et là, la sélection, et cette partie génétique qui se trouve dans l'ADN, c'est ce qui se transmet à la future génération. C'est-à-dire par la reproduction, on transmet rarement les effets de l'environnement, quoiqu'avec l'épigénétique, là, on commence à parler de la transmission de certains traits épigénétiques. Mais bon, c'est pas la règle. La règle, c'est la partie qui se transmet d'une génération à une autre, c'est la partie qui se trouve dans l'ADN. Et donc la sélection permet d'agir sur cette partie en améliorant les exemples de sélection. La Holstein, elle est issue d'un processus de sélection. Elle fait toujours l'objet de la sélection génomique. Ça se fait en France, ça se fait aux États-Unis, ça se fait en Australie, ça se fait partout, dans plusieurs pays dans le monde. Et comme je vous ai dit, donc voilà, la sélection, ça permet d'augmenter le potentiel. Et après, il faut travailler sur tous les aspects environnement, c'est-à-dire alimentation, etc., comme ça a été dit par les collègues. Merci beaucoup pour cette petite parenthèse. Vos collègues acquiesçaient parce qu'ils comprenaient tout ce que vous disiez. Et moi, ça m'a fait un cours accéléré. Merci. Je vous en remercie. Je me tourne vers Monsieur Larousse, qui est parmi nous aujourd'hui dans la salle et qui est vice-président d'Oltec pour la région Moyen-Orient. La mission d'Oltec au Maroc et au Moyen-Orient est d'améliorer la santé et la performance des personnes, des animaux et des plantes grâce à la nutrition, à l'innovation scientifique.
Vous poursuivez cette mission guidée parce que vous l'appelez, par un principe que vous appelez ACE, votre promesse d'avoir un impact positif sur l'animal, le consommateur et l'environnement. Concrètement, aujourd'hui, quelles sont les solutions et les produits, équipements que vous mettez en place et que vous mettez à la disposition des éleveurs et des agriculteurs pour les accompagner dans l'amélioration de leur productivité et dans leur résilience face aux enjeux climatiques? Oui, merci de la question. Donc Altec est une entreprise privée qui est née il y a à peu près 45 ans. Donc notre spécialité, c'est dans le domaine de la fermentation et la production d'additifs qui sont appliqués à l'alimentation animale ou à la nutrition des plantes et la santé des sols. Ceci dit, et nous sommes présents dans à peu près 120 pays dans le monde avec 5000 collaborateurs. L'industrie laitière est l'industrie principale dans laquelle nous travaillons. On est basé au Kentucky, aux États-Unis. On a développé une gamme de produits au fur et à mesure des décennies qui répondent à ces attentes. Augmenter l'efficacité alimentaire des ruminants et de fait produire plus de lait par unité, par vache. Donc je passe là-dessus parce qu'on ne va pas parler des produits, des technologies. Ce qui est beaucoup plus important dans le modèle qu'on a mis en place, notamment au Maroc avec des équipes propres ici, mais également dans les pays du Moyen-Orient, où le maillon faible principal, comme tout le monde sait, c'est d'abord l'eau, mais l'accès au fourrage, c'est de travailler avec des très grosses unités et aller vers des tout petits porteurs qui produisent quelques litres et qui ont quelques vaches, et d'adapter nos modèles en fonction des marchés et de ces clusters. Ça veut dire que ça passe d'abord par le recrutement de talents et de compétences techniques qui sont capables de faire un relevé et de faire un audit d'élevage avant d'amener des solutions. Chaque pays est différent, chaque cluster sera différent et les défis sont à différents niveaux. Une des choses qu'on reconnaît dans les pays, dont le Maroc, c'est l'accès au fourrage, l'accès à l'ensilage, la base de la nutrition chez les ruminants. On ne pourra utiliser les technologies qui sont les nôtres que si la base de l'alimentation, puisque c'est la nutrition qui nous concerne, est à un niveau qui nous le permet. Toutes ces technologies qui ne sont pas données, effectivement qui sont relativement chères, ne pourront fonctionner et accéder, passer de 30 litres à 35 litres, 40 litres, 43 litres, si on travaille correctement la base de la ration. Donc, le déploiement des ressources et les collaborations avec les différentes entreprises avec lesquelles on travaille au service de l'éleveur passe d'abord par cela. Donc on a intégré des structures comme ECO2 qui font la traçabilité de structures intégrées, que ce soit dans le domaine des pondeuses, du laitier, de la volaille, en identifiant du terrain et dans le domaine laitier des sols, santé des sols, production végétale, dans le cadre du maïs en silage, et ensuite tout le cycle jusqu'à la production laitière et la qualité du lait produit. Donc voilà, le modèle qu'on adapte de plus en plus, c'est celui-là, puisqu'on aura du succès à vendre ces technologies et à les confirmer, que si on travaille en collaboration avec l'ensemble des acteurs pour parvenir à ce résultat. Donc comme le disait M. Marchand, ces efforts ne se feront et n'auront de succès que dans ce domaine-là. Et je rajouterai à la fin, puisqu'on parle de technologie, c'est la recherche scientifique, au fur et à mesure des 45 années, le principal investissement d'Altec. On a nos propres centres de recherche, mais on travaille avec des centres de recherche depuis des années tels que l'INRA, pour faire en sorte que ces technologies soient prouvées, soient enregistrées au niveau européen, international, qui est une preuve justement de la qualité de ces produits. Mais ensuite, dans le cadre de la traçabilité carbone, de l'empreinte carbone, des carbon credits, comme on aime bien les appeler, il y a un énorme travail à faire dans la crédibilité des technologies qui sont mises sur le marché. On a nous-mêmes une technologie qui répond à cela. Comment est-ce qu'on valorise cela sur le terrain et pas dans des chambres de méthanisation en mettant des vaches? Comment est-ce qu'on transmet et qu'on communique ça non seulement à l'éleveur qui adaptera ces technologies pour améliorer la façon durable de travailler, mais aussi jusqu'au Danone, comment est-ce qu'on communique ça auprès du consommateur? Et c'est de là, même si on met des produits par gramme, tonne d'aliments ou par gramme par vache, on doit contribuer dans cette chaîne à aider les sociétés comme Danone à communiquer le travail qui est fait et arrêter d'être dans les pages rouges et dans les premières pages en tant qu'acteur dans l'agriculture avec des mauvaises nouvelles en permanence,
méthanisation, les vaches sont à l'origine du mal du monde. Non, c'est pas ça. Je pense que l'exercice de communication qu'une industrie doit avoir, la collaboration, c'est pas seulement sur le terrain avec l'éleveur, c'est comment on communique le travail qui est fait et qui sera fait dans les prochaines années auprès des consommateurs, auprès de la presse, non pas la presse spécialisée, mais la presse internationale, qui va au commun des mortels, qui sont les consommateurs, de façon à ce que l'image également des sociétés qui font le travail ait son impact. Je pense que ce domaine-là est sous-évalué et a son importance. Voilà, je vous remercie des minutes que vous m'aurez octroyées. Merci pour vos recommandations. Et du coup, je rebondis dessus pour me retourner vers Monsieur Mustafa Habib. Je rappelle que vous êtes expert en gestion des fermes et en adoption des nouvelles technologies dans les processus de production agricole. Ces nouvelles technologies dont on parle depuis tout à l'heure, avec quelle facilité est-ce qu'on peut les déployer aujourd'hui ou comment est-ce que vous les mettez en œuvre à travers Turba? Effectivement, en tant qu'acteur dans l'implémentation des nouvelles techniques de production et des techniques régénératrices, effectivement, pour placer des nouvelles technologies auprès de nos agriculteurs, bien sûr, il faut de l'accompagnement. Donc ça, c'est le premier point, la formation. Et c'est surtout un concept proof. Donc il faut prouver l'efficacité de ces produits-là à travers le processus de production réel sur le terrain. Donc, comme il a bien précisé, monsieur, sur cette phase, effectivement, les différents produits mis sur le marché nécessitent un certain nombre de conditions d'applicabilité pour prouver leur réussite. Et à travers nos agronomes et nos techniciens sur le terrain, on essaye de former, de préparer nos agriculteurs à mieux utiliser ces technologies pour pouvoir tirer profit de ces produits-là. Merci beaucoup et on reviendra sur le premier point que vous avez évoqué, celui de l'accompagnement, notamment de l'accompagnement technique et financier, peut-être un peu plus tard dans le débat. Mais pour l'instant, j'aimerais me tourner vers Monsieur Nofl Rodiès. Vous êtes Head of Business Unit à Mutmer UM6P. Vous avez une longue expérience dans le domaine de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, du développement durable, avec une approche intégrée territoriale propre au Maroc, mais aussi à l'Asie. Et vous êtes particulièrement connu pour la partie innovation dans les pratiques agricoles et dans les politiques alimentaires équitables. Aujourd'hui, on a parlé des pratiques durables, on a parlé de technologie, de génomique, on a parlé d'alimentation, d'abreuvage, on a parlé de résistance au changement, on a parlé de taille et d'éducation des éleveurs. Quel est le rôle aujourd'hui de la vulgarisation de tous ces sujets-là, de ces enjeux, des pratiques, pour pouvoir faciliter le transfert des technologies et pour pouvoir favoriser l'adoption de ces pratiques agricoles durables? Bonjour à tous, merci pour l'invitation et l'occasion de partager cette expérience. Aujourd'hui, le Mutmer Business Unit est une business unit qui est logée au niveau de l'université Mohamed VI Polytechnique, avec un peu plus de 80 ingénieurs agronomes sur le terrain, sur 40 régions au Maroc, 40 provinces au Maroc. Et on a une petite expérience, modeste expérience de 5 ans sur le terrain marocain. Et aujourd'hui, ce positionnement nous permet de nous mettre comme un trait d'union entre la recherche qu'on a discutée, qui est très importante, et le terrain, qui lui aussi a son expertise. Il ne faut pas nier, l'expertise se trouve aussi chez le terrain. Nos agriculteurs, nos fermiers ont un savoir-faire ancestral sur lequel nous capitalisons. Et le plus important dans ce système, c'est cette feedback loop continue entre la recherche et le terrain, qui est continue, que ce soit à travers la déclinaison de solutions de recherche sur le terrain, que à travers la remontée de problématiques pour qu'elles soient résolues par la recherche. Aujourd'hui, nous sommes conscients
pour une agriculture durable au Maroc, le mindset de nos agriculteurs est très important. Le changement d'approche est très important, dans un sens où, à travers les différentes expériences que nous avons, les agriculteurs sont identiques dans le monde entier. Ils ne croient que ce qu'ils voient. Et ça, c'est très important. Un agriculteur marocain, subsaharien, indien, c'est la même chose, il ne croit que ce qu'il voit. Et donc, l'accompagnement, et c'est là la valeur ajoutée, c'est l'accompagnement customisé, selon le besoin exact de l'agriculteur, cet accompagnement de proximité et continu dans le temps, qui est très important, et en lui démontrant aussi bien à travers des formations que sur des exemples concrets sur le terrain qui facilitent l'adoption des bonnes pratiques agricoles résilientes et durables. Je pourrais prendre l'exemple du semi-direct ou le Moutmir qui a été lancé avec le Moutmir en 2019. On a commencé avec 5000 hectares. Aujourd'hui, on est à 36 000 hectares à peu près. Et cette ascension n'a pas été faite que par le Moutmir, et ça a été fait à travers les partenariats. À mon sens, les partenariats et la mobilisation des différentes parties prenantes, que ce soit institutionnelles, représentation locale de nos ministères, les chercheurs, le privé, a aidé à avoir cette augmentation et cette évolution des pratiques, par exemple, du semi-direct au Maroc. Ajouté à cela, il y a aussi la stratégie marocaine qui est là pour atteindre des millions d'hectares à l'horizon 2030. Donc la formation et l'écoute de la formation de l'agriculteur pour adopter les bonnes pratiques agricoles est très importante. L'écoute de l'agriculteur de ces problématiques est aussi importante pour l'orienter et adopter au mieux ces pratiques. Beaucoup. Vous disiez, et ça m'a rappelé l'intervention de Madame Tatin tout à l'heure, l'agriculteur ne croit que ce qu'il voit. Et c'est encore plus complexe quand on arrive avec des alternatives et des pratiques qui ne sont pas habituelles et qui ne sont pas ancestrales également, comme vous le disiez. D'où tout le besoin de la formation, de l'éducation, de la vulgarisation continue et du rajeunissement de la population des éleveurs. C'est exactement, si je peux me permettre, il y a un autre point très important, c'est le monitoring. La data, exactement, et je laisserai ma collègue en parler beaucoup plus que moi, mais la data est un outil important aujourd'hui. Nos agronomes, ils n'ont pas de bureau, ils ont des tablettes, et l'historique des agriculteurs nous aide à leur fournir le meilleur conseil pour les années à venir. Donc il y a le monitoring qui est très important aussi dans la formation et dans l'orientation, dans ce qu'on peut apporter à nos agriculteurs. Tout à fait, merci beaucoup et merci de me faciliter la transition. Alors effectivement, on a beaucoup parlé de solutions, on a parlé de pratiques, on a parlé d'innovation, de technologies, mais finalement, qu'est-ce qu'on cherche à améliorer si on ne mesure pas ? Qu'est-ce qu'on cherche à améliorer si on ne monitore pas, si on ne connaît pas notre impact carbone, notre impact CO2, si l'éleveur lui-même ne le sait pas? Et c'est pour ça que je me tourne vers Madame Fatem Zahra Laïboud. Vous êtes Growth and Innovation Senior Manager à l'AgriAge de l'UM6P et vous avez eu l'occasion de travailler, de leader l'outil Carbon Age de l'OIT qui permet la mesure des émissions de carbone dans le secteur agricole et qui vient justement en bout de chaîne cette discussion, mais en réalité en amont de tout le travail qui devrait être mené, mesuré pour pouvoir corriger. Pouvez-vous nous parler de cet outil et puis de l'expérience qui a été portée? D'abord, merci beaucoup de m'avoir associé à cet événement de Centrale Danone et de nous avoir donné l'occasion de présenter CarboEdge. Au fait, CarboEdge est un outil, j'aimerais d'abord parler de AgriEdge.
vu qu'on est plusieurs collègues de l'UM6P sur ce panel. Donc AgriEdge, c'est une filiale de l'UM6P qui se spécialise en agriculture de précision ou agriculture digitale. On s'appuie sur les nouvelles technologies telles que le data, l'intelligence artificielle et l'IoT, l'Internet des objets, pour offrir des solutions capables d'améliorer le day-to-day décisionnel de l'agriculteur. Et donc, pour arriver à votre question sur CarboEdge, au fait, c'est une calculatrice carbone dédiée à l'agriculture et à l'agro-industrie. C'est un outil que nous avons développé selon l'approche que vous mentionnez depuis le début de cette conversation, une approche écosystémique avec un cofinancement de l'UM6P et de l'Organisation internationale du travail et avec un fort appui des professionnels tels que la FENAGRI et la Comader. Et donc, c'est une solution digitale qui a vu le jour il y a un peu plus d'1 an, qui permet à l'agriculteur ou à l'exploitant agricole ou à l'agro-industriel de mesurer l'empreinte carbone. Et pour le cas de la filière laitière, elle couvre les différents maillons de la chaîne de production. Puis, en plus de la mesure, elle agit comme conseiller virtuel en termes de proposition de scénarios de décarbonation. Si on prend par exemple l'amont de la production laitière, qui est la culture les cultures fourragères, le maïs en silage, la plateforme peut recommander des stratégies de fertilisation raisonnée, susceptibles de réduire la fertilisation azotée, qui est un des producteurs des gaz à effet de serre au niveau de la production du maïs et autres cultures fourragères. Elle permettra aussi d'améliorer la gestion de l'eau au niveau de l'exploitation et permettra par conséquent d'améliorer certains aspects de la gestion énergétique. Et donc, c'est un outil qui a été développé et dédié au secteur agricole et agro-industriel, et elle apporte aussi une vision et une démarche de conception un peu nouvelle, parce que c'est quelque chose de spécifique de niche, c'est-à-dire même le design de l'outil, elle épouse les différentes phases de la production. D'où vient, est-ce que ça rejoint ce qu'a dit mon collègue Nofel, de faciliter l'adoption et l'accès à ce genre d'outils et l'accès à ce genre de technologie pour favoriser une meilleure adoption. Et si je me permets d'ajouter ici que dans le cadre du programme dans lequel cet outil a été développé, nous avons également développé des formations exécutives destinées au middle management des entreprises, des institutions gouvernementales et non gouvernementales pour créer cette sensibilisation, ce débat, créer des plateformes d'échange autour des questions de décarbonation et de carbon farming. Nous avons lancé à l'UM6P un certificat exécutif, le premier de son genre, sur la décarbonation de l'agro-industrie et la séquestration du carbone. Une première cohorte a été diplômée en octobre dernier, une deuxième cohorte est en cours présentement. Est-ce que ces programmes ont également vocation à accompagner ensuite sur le terrain les petits et moyens fermiers à surmonter les obstacles d'accès à autant de technologies, j'ai envie de dire? Au fait, ces outils sont designés pour être utilisés par tout agriculteur. Mais pour l'amélioration de l'accès, le rôle, je pense, des regroupements professionnels, le rôle des agrégateurs, les rôles des coopératives est très crucial pour accélérer cette adoption et aussi pour inciter les petits agriculteurs à les adopter. Comme l'a dit Madame Tatin, comme l'a mentionné le Habib, il faut montrer la valeur ajoutée. Il faut montrer qu'est-ce qu'il y a, what's in it for the farmer. Donc si on ne montre pas cette valeur ajoutée à travers des primes de performance qui sont données par les agrégateurs ou par exemple des crédits carbone qui sont valorisés sur des marchés volontaires ou éventuellement des marchés réglementaires ici au Maroc,
ou si l'adoption par le petit agriculteur restera limitée, parce qu'il faut montrer la valeur, parce qu'on a une agriculture dans la plupart du temps vivière. Donc on parle beaucoup du revenu ou du retour sur investissement à court terme. Donc ajouter une décision de plus, un outil de plus, quelque chose à renseigner de plus est compliqué si on ne voit pas de la valeur ajoutée. Complètement aligné, on parlait de granularité, mais aussi du fait que le revenu au quotidien est une particularité de ce secteur. Madame Tata, je me permets de revenir vers vous par rapport aux solutions, l'huile essentielle principalement et autres méthodes alternatives que vous nous avez partagées. Aujourd'hui, quel est le plus grand succès de cette pratique que vous avez pu, dont vous pouvez nous témoigner et qui a pu aussi servir de proof of concept parce que pour vos nouveaux agriculteurs et vos nouveaux éleveurs? Alors pour l'élevage de vaches laitières, si on est vraiment sur le terrain, c'est la réduction des cellules somatiques qui ont fait que ça nous donne après une amélioration de la performance en augmentant la quantité de lait et une amélioration de la qualité du lait. Voilà. Et là, c'est vraiment... on est même plus, nous, on le sait après que ça apporte du bien-être, l'amélioration du système immunitaire et tout ça, mais sur le terrain, pour un agriculteur, c'est l'indice de consommation, parce qu'au fond, tout tourne autour de ça. Voilà. Et après, voilà, par rapport à tout ce qu'on a dit, on a la chance d'avoir des technologies qui nous emmènent pour voir plus loin, pour voir la durabilité, le futur, on va dire. Mais voilà, on est obligé d'avoir des technologies qui amènent de l'économie et de l'amélioration de l'indice de consommation, sinon ça passera pas. Voilà. Mais ça, aujourd'hui, ça existe et voilà, on continue à tous se développer dans ce sens-là. C'est une belle fierté, j'imagine, pour vous. Oui, tout à fait, oui. Maintenant, toutes ces solutions, toutes ces technologies ont besoin d'agrégateurs, mais aussi besoin d'appui et de financement. Nihel, qu'est-ce que le Crédit Agricole et la Fondation proposent aujourd'hui, tant sur le plan financier, mais aussi sur le plan d'accompagnement technique? En fait, il faut savoir que la particularité de la Fondation n'est pas seulement de mener des projets pilotes sur le terrain pour tester l'adoption de nouvelles pratiques par ces agriculteurs, mais on a aussi pour objectif de sensibiliser nos agriculteurs à l'adoption de ces pratiques-là. Et c'est comme ça comment on développe du matériel pédagogique pour les sensibiliser, les accompagner et les encourager à adopter ces pratiques. Et les résultats de nos expériences pilotes sont principalement utilisés par la banque pour développer des produits de financement adaptés à un secteur ou à un besoin émergent. Aujourd'hui, il y a un programme qui est lancé en partenariat avec l'AFD, l'Agence française de développement. C'est un programme de financement nommé Istidama et qui regroupe un produit de financement qui s'appelle Ecotaka, Ecotaka Agriculture, Ecotaka Agro-Industrie, qui finance la mise en place de mesures d'efficacité énergétique. Et aujourd'hui, nous disposons de ce produit-là avec une liste de matériel et d'équipements qui est éligible et utilisable dans les exploitations d'élevage laitier durable. Et la particularité de ce financement est que non seulement c'est un crédit d'investissement qui est doté d'une prime à la réalisation de l'investissement de 10% en cashback que l'exploitant récupère à la réalisation de l'investissement, mais aussi d'un accompagnement technique par des experts et consultants qui aident l'investisseur ou le client dans le choix du matériel et des équipements qu'il peut utiliser pour justement encourager sa transition verte, j'ai envie de dire. En gros, c'est ça. Merci beaucoup. Effectivement, on en discutait juste avant le panel, l'importance de penser des programmes qui sont
étudiés pour répondre spécifiquement à des enjeux, ce qui nous ramène à l'insight tout à l'heure du feedback loop, de toujours remonter l'opérationnel vers la recherche et vers les équipes en back-office, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan financier. Je vous propose d'ouvrir les questions à la salle. Je vous en prie, monsieur. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous présenter, nom, prénom et organisme, avant de nous adresser votre question. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Si vous permettez, Madame la Présidente de cette table ronde, je vais réagir en arabe. إذا أولا نقدم لكم نفسي اسم دريش الشرقاوي سموني كنعمل رئيس تحرير لمجلة الدبلوماسية المغربية جريدة الحدث. فيما مضى تقريبا 4 سنوات أو 5 سنوات كنا ذهبنا إلى ضيعة أحد الضيعات بين الخميسات كذلك الرماني سنترال، وفي حقيقة فوجئنا هناك فلاح كانت لديه فقط 4 رؤوس من نوع لم تخن الذاكرة أينشتاين وبعد ذلك أصبح لديه 200 رأس. أنا السؤال ديالي اللي بغيت نطرح وهو كما تفضل أحد المتداخلين حول لا كومونيكاسيون، وهنا هذه كدعوة يعني بالنسبة للتواصل كل ميديا اتر بارتنير، أن الإعلام خصو يكون شريك أساسي، ولكن المشكل هو أنه يكمن في هذا الفلاح الذي في الحقيقة الذي يجب أن نستمع إليه، الثقافة ديال الإيكوت، ثانيا يعني التتبع ديالو. فأنا كنقول شنو هما الآليات والميكانيزمات اللي كيمكن باش انه ينجح في المشروع ديالو، ولكن كنقول ان كاين واحد الجانب اللي هو كينقص، هو غياب ديال لا كومونيكاسيون اي كورديناسيون، كاين التنسيق، كاين واحد المجموعه ديال الناس كيعملوا نفس المجال ولكن ما كيكونش التنسيق، وهذا كيحلنا ما يسمى لو طرافاي ديكيب، يعني العمل الجماعي. تنكتفي بهذا وشكرا. شكرا. شكرا سيدي. سي انس العياشي تكلم لينا سابقا على لي ميثود اللي كيديروا في حليب بلادي باش يتواصلوا مع الفلاحه. ما عرفتش واش لي زيكسبير اللي معنا اليوم كاين دوطخ سوليوشن كي فاسيليت هاد لا كورديناسيون ou qui facilite l'accompagnement. Je vous propose de prendre une deuxième question avant de nous tourner vers nos experts. Micro, s'il vous plaît. Merci. Alors je me présente, professeur Hamoumi de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah et vice-doyen de la faculté des sciences et techniques de Fès. Alors j'ai 2 ou 3 points à soulever avec vous. Merci pour les différents intervenants par rapport aux différentes pratiques qui ont été soulevées pour l'amélioration du secteur de l'élevage laitier. Alors, pour mettre un modèle d'élevage laitier qui est durable, ça passe par du social. Et le social est un pilier de ce qu'on appelle le développement durable. Alors, en particulier, je veux parler de ce qu'on appelle du commerce équitable, qui peut assurer à ces éleveurs un revenu qui est acceptable. Alors, quelles sont les pratiques qui sont faites par le Central Danone, par exemple, dans ce sens-là? Le deuxième point sur lequel je veux appeler, c'est l'aspect normatif. Vous n'avez pas communiqué sur cet aspect-là, parce que cet aspect, ça permet de... On veut s'améliorer, on va se mesurer. Entre le meilleur, on doit être à d'autres. Donc cet aspect normatif n'a pas été soulevé, et cet aspect, c'est très essentiel pour voir quel est l'engagement des responsables à réduire leur impact, par exemple en termes d'aspect et impact environnemental, dans ce sens-là.
Et un troisième point rapidement, vous avez parlé des huiles essentielles. Est-ce que tout simplement les huiles essentielles peuvent remplacer les antibiotiques? Voilà, merci. Merci à vous. On a une troisième question juste derrière Madame Alquier. Shukran. Je suis Manfred Schweder, je suis depuis 11 ans au Maroc, j'ai créé 2 sociétés et on fait le biogaz. Le biogaz, les études sur le méthane, équipementier, on travaille avec les STEP, les décharges, on travaille avec le ministère de la Transition énergétique pour estimation du méthane, c'est maintenant les décharges, ça va être l'agriculture après. On a 15% des gaz à effet de serre au Maroc, c'est le méthane. Un tiers, c'est les décharges urbaines. On fait l'étude à ce moment-là, c'est rectifié, c'est exactement plus ou moins 5 millions de tonnes CO2 équivalent. 10 millions de tonnes CO2 équivalent, c'est le méthane dans l'agriculture. À mon avis, c'est un peu... La moitié, c'est dû à la fermentation entérique. La moitié, c'est dû à stockage des déjections animales dans l'agriculture. Après, on a la plus grande ferme au Maroc, c'est Danone, c'est les plus, Kinitra, je l'ai cité, 2016, 2018, 2020, 2022. On a fait les études pour la méthanisation, le propane et les chairs. On peut produire un gaz qui a un bon marché à ce moment-là pour décarboner l'industrie. Qu'est-ce qu'il va faire Danone ici? Si Danone, il démarre les plus, la ferme, la méthanisation, 1 mégawatt électrique peut-être, ouais. Je pense que tout le monde va suivre. Sidi Kassem, Sidi Laltazi, la Copac. Vous attendez quoi? C'est vraiment la question. Merci. Merci beaucoup, monsieur. On prend une dernière question avant d'y répondre et de conclure. Alors, un ancien, disons, encadrant de cette filière, et maintenant, je m'intéresse beaucoup plus aussi au développement durable, aussi bien pour l'agriculture que pour l'élevage, notamment laitier. Alors, les solutions qu'on a pour réduire ces émissions, surtout de méthane. Alors, ça a été déjà évoqué par madame. Il y a d'abord cet aspect de réduire, disons, à travers l'alimentation. Bon, au niveau de la recherche, effectivement, il y a des pistes d'amélioration, notamment avec ce qu'a dit madame, les algues. Et vous avez parlé surtout des huiles essentielles. Là, c'est une très bonne solution. Et puis, il y a aussi d'autres solutions à travers les algues. OK. Là, pour cette question, quelle pratique durable, moi, je vois qu'il faut faire la différence entre 2 types de producteurs. On a les grandes unités, disons, les grandes fermes ou les méga-fermes, où l'approche est différente. Alors, chez ces fermes, on peut justement aller faire comme il vient de dire monsieur, essayer de réduire les émissions à travers les biogaz et à travers aussi d'autres techniques. La même chose pour Dr Badr Mjelloun, il a parlé des solutions génétiques à travers la génomique et le génotypage. Ces techniques, alors on ne peut donc peut-être les pratiquer au niveau de ces grands élevages. Parce que, comme elle l'a bien souligné, on manque de population de référence. Alors, on était déjà, il y a quelques années, sur cette piste, mais malheureusement, c'est surtout, il faut avoir les datas à travers le contrôle laitier, etc. Donc, c'est une piste prometteuse, mais on est encore, je pense, presque au point zéro. Donc, mais c'est là où il faut faire un travail, c'est pour essayer aussi d'aller vers la sélection de génisses et des vaches
qui seront résistantes aux maladies et en même temps moins émettrices en méthane. Alors, le cas de les petits éleveurs. Alors, comme vous convenez tous, ces petits éleveurs ils font 80%. Je crois qu'ils sont déjà dans un contexte durable, moins pollueur. Mais le programme de Halib Biladi qu'on a vu ce matin, il est déjà, disons, il travaille dans ce sens. Et ça fait quand même 80% du lait. Donc, au niveau de... Bon, je vois que madame me fait des signes. J'ai beaucoup de trucs à discuter, mais peut-être on aura l'occasion après. Merci beaucoup. J'en suis sûre, monsieur. Je vous remercie. Je me permets de rebondir sur 2 points importants que vous avez dit. Le premier, les petits éleveurs pollueurs, émetteurs, effectivement, mais c'est justement par leur granularité qu'on a cet impact méthane aujourd'hui grandissant et qui représente un réel enjeu en termes de changement climatique. Je vais me tourner vers nos experts peut-être pour répondre aux différentes interrogations qui ont été partagées. Je note, Monsieur Hmoumi, votre question et votre recommandation, pardon, et nous mettons ça dans la feuille de route qui sortira en conclusion de cette rencontre. Mesdames, Messieurs, vos retours peut-être ou vos réactions par rapport... Oui ? Pardon ? C'est toujours un plaisir, mais en même temps, c'est un point sensible de répondre par rapport à... Anas, vous voulez vous mettre là? Allez. Là, c'est bon. Donc, c'est toujours c'est toujours un plaisir, mais en même temps, c'est assez sensible pour parler prix, rémunération des éleveurs. Je réponds à la question de notre doyen. Pour le prix équitable, alors il y a 2 façons de rémunérer. Une façon directe financière, qui est le prix payé, mais une façon qui est indirecte, qui est le soutien, qui est le support, qui coûte de l'argent aussi. Il faut savoir que parmi les choses qui rentrent dans le frais et dans le coût de l'amont laitier en général, c'est la partie encadrement, c'est la partie support, équipement des centres de collecte, la mise à niveau des centres de collecte, le relationnel des services. Et dans ces services, il y a beaucoup de choses qu'on ne compte pas. C'est-à-dire que lorsqu'on exécute des opérations d'importation de génisses, c'est parfois prix coûtant, sinon on perd beaucoup d'argent. Quand on importe de l'aliment, c'est la même chose. Nous avons des équipes qui sont dédiées. Je pense que le modèle, bon, à part un concurrent ou 2, il est unique au Maroc et déconnecté par rapport à la réalité mondiale aujourd'hui. Si on prend les laits aujourd'hui, sans rentrer dans le détail et les comparer facialement par rapport au marché mondial, on est déconnecté par rapport à une réalité aujourd'hui. Je ne dirais pas, je ne rentrerai pas dans les chiffres des prix à l'international, du prix CREU, du prix SMP, mais réellement aujourd'hui, nous avons une vision de développement long terme. On veut soutenir, on veut transformer, on veut rentabiliser et on veut que nos éleveurs soient productifs et rentables et résilients. Parce que notre rôle aussi en tant qu'opérateur national, c'est de rentrer dans cette stratégie nationale qui est de la souveraineté alimentaire, mais aussi socialement responsable. Et je pense que, pour résumer, pour ne pas faire beaucoup plus de politique, en matière de prix, nous avons des prix justes qui sont alignés sur la qualité, sur les volumes, sur les efforts et sur le type d'élevage. Il faut comparer le comparable, des investissements énormes. Il faut tenir compte des amortissements, des investissements petits avec des races qui ne sont pas vraiment, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. Il faut les accompagner pour être plus profitables. Et normalement, il faut tout intégrer dans le prix, y compris ces aspects qualité et ces aspects coûts de production. Merci beaucoup. Monsieur Yesh. Je vais me lancer. السؤال ديال السي الشرقاوي, je vais répondre en arabe. بالنسبة l'adoption ديال la communication ou l'adoption, المثال اللي عندنا حاليا اللي تنحاولوا نطبقوه هو المقاربة التشاركية. هو الواحد يكون قريب بزاف للفلاح, يكون واحد التواصل مستمر مع الفلاح
والعمل مع الفلاحين السفراء. تنعرفوا الفلاح الصغير ماشي اي فلاح تيمكن له يتواصل مع الفلاحه الاخرين. عندنا واحد الادبيات، عندنا واحد الاصول حتى في التواصل في الفلاحه ديالنا ولا في الغوغال. دونك كاين الفلاحه السفراء اللي تيقدروا يمثلوا ويمكن لهم يوصلوا وباش الاخرين حتى هما يديروا بحالهم. دونك التواصل عن قرب والتواصل مع الفلاحين السفراء، مع التعاونيات المؤسسات الفلاحيه المنظمه تتسهل على الاكثر بزاف. احنا بحكم الخبره اللي عندنا الصغيره هاد ال5 سنين تتسمح للناس ياخذوا هاد لادوبسيون ديال هاد المسارات التقنيه ولا المسارات التقنيه العلميه ياخذوها ويديروها يطبقوها، ولا حتى هاد التطبيقات الجديده ديال الزراعه المحافظه بحال اللي هضروا عليها الاخوان كاملين حتى هي تياخذوها ويطبقوها. خص شويه الوقت ولكن خص المداومه. Si je peux résumer rapidement, l'adoption passe par une communication continue, passe par un accompagnement de proximité adapté et customisé, et passe aussi par des canaux de fermiers ambassadeurs représentatifs qui ont leur notoriété, et aussi par des organisations et des professionnels. Je ne l'ai pas dit en arabe, donc des professionnels pour faire passer toutes les bonnes pratiques résilientes et les itinéraires techniques scientifiquement adoptés. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre réaction de nos experts, bien sûr? Est-ce que je peux avoir des micros sur scène, s'il vous plaît? Oui, je voulais répondre sur est-ce que les huiles essentielles peuvent remplacer les antibiotiques, et la réponse est oui. Mais je vais nuancer en fonction des élevages. Pour les poulets, oui, 100%, on remplace complètement. Et aujourd'hui au Maroc, vous avez déjà des usines d'aliments qui travaillent avec nous, et on a même des poulets qui sont complètement sous huile essentielle, qui sont vendus et qui sont valorisés par je ne sais pas si j'ai pas le supermarché, je peux dire par la filière M de chez Marjane. Donc on a déjà de la valorisation avec ce changement de pratique. Ça c'est très facile, et en plus aujourd'hui on a vraiment des expériences où on a des maladies où on le sait, parce qu'on a des huiles essentielles qui travaillent sur l'indice de consommation et d'autres qui sont curatifs. Et là on travaille aussi avec des sociétés en Europe, où là des usines d'aliments en Europe, et on a des meilleurs résultats par exemple sur des maladies comme l'histomonose, la coccidiose. On a vraiment, par rapport à un protocole antibiotique, sous huile essentielle, on a de bons résultats. En élevage bovin, on peut travailler, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Là, par contre, je ne pourrais pas vous dire 100% on arrête les antibiotiques en élevage bovin, ça c'est pas possible. C'est beaucoup plus compliqué, c'est plus long, c'est un cycle qui est plus... Donc non. Par contre, les huiles essentielles, elles peuvent accompagner le système immunitaire, renforcer le système immunitaire. Et nous, on le voit, je vous donne un exemple, la naissance des veaux. Ça, c'est vraiment un gros problème chez les éleveurs, c'est qu'ils perdent des veaux. Pour aller très vite, soit de diarrhée, soit de tout, mais beaucoup. On a travaillé avec un éleveur qui faisait naître 2000 veaux. Il avait des Holstein et des Montbéliardes. Il avait 14% de mortalité sur les Montbéliardes. On les a mis sous un protocole d'huile essentielle, et là, on a baissé de 14% à 5%. Donc en fait, les huiles essentielles, elles ont un effet curatif, mais sur l'élevage bovin, il faut vraiment travailler en accord avec les vétérinaires, bien sûr, pour pouvoir accompagner au mieux les éleveurs. Mais oui, l'objectif, on va dire, sur des grands élevages, on accompagne aussi des élevages équins, on accompagne aussi des dromadaires, sur tous ces élevages qui sont longs. L'avantage des huiles essentielles, quand on les utilise au quotidien, c'est de dire à l'éleveur, vous allez baisser votre consommation d'antibiotiques. Voilà. Merci d'avoir répondu à cette question. Est-ce qu'on a d'autres... Je veux juste rebondir sur la question de Sib El-Qadi. Sur la population de référence, bien sûr, si on décide d'aller dans ce système, ou bien dans cette approche, il faut bien sûr s'asseoir et définir les critères de sélection
où est-ce qu'on veut aller, etc., et développer une population de référence tout de suite. C'est-à-dire on ne peut pas travailler avec une population de référence constituée il y a plusieurs années. Il faut se mettre dans le bain, et puis mener le truc. C'est pas très long, ça a un avantage quand même, qui n'est pas très long, mais ça permet de gagner beaucoup de temps par rapport à la sélection génétique conventionnelle. Donc voilà. Merci beaucoup. Bien sûr, Madame Laou. J'aimerais juste ajouter un élément par rapport à la question sur la communication. Au fait, chez AgriEdge, nous avons lancé il y a à peu près 1 an et demi un programme qui s'appelle InFarmer. C'est un programme qui mobilise les jeunes régional, qui mobilise les jeunes issus de milieux ruraux des activités agricoles dans le déploiement de solutions agritech, parce que l'agritech est très nouvelle encore ici chez nous, puis même dans d'autres pays qui sont dans l'hémisphère nord, et ça prend des mécanismes pour la création d'un canal de communication continu avec l'agriculteur pour proposer des solutions adaptées à ce qu'il veut et faciles à adopter par lui. Et donc, si je peux citer un exemple, ce programme, la semaine dernière, il faisait des calculs de l'empreinte carbone de quelques fermes végétales dans les régions de Dakhla et La'youn. Et donc, vous voyez où est-ce qu'on peut aller à travers l'appui sur des programmes plutôt régionaux que nationaux avec une politique de proximité. Merci beaucoup. Si nous n'avons pas d'autres interventions de nos experts, Emmanuel, bien sûr. Allô ? Je reviens. Non, je vais être court. J'ai trouvé qu'il y avait une partie de la discussion qui était hyper intéressante entre les grandes fermes, les moyennes fermes, les petites fermes. Alors je voulais juste dire que effectivement chez Danone, on segmente nos approches. Et donc effectivement, on regarde des solutions pour une grande ferme les plus qui sont vraiment différentes des solutions pour le fermier de Libladi 2. Et en même temps, je voulais dire qu'on croit qu'il y a une synergie entre ces différents modèles. On croit qu'il y a des choses qu'on est en train d'apprendre dans nos grandes fermes qui vont nous servir à nos plus petites fermes. Et peut-être qu'une façon de résumer un projet comme Libladi 2, c'est de dire comment ce qu'on a appris auparavant permet d'apporter les meilleurs vaccins, la meilleure alimentation, la meilleure assistance technique aux petits fermiers à grande échelle. Et pour ça, d'ailleurs, on aura besoin de la data. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Marchand. On avait également une question sur le méthaniseur. Je reviens. Oui, parce que j'ai l'impression d'avoir été bien interpellée sur la question du méthaniseur. Alors, premièrement, il faut savoir qu'au Maroc, on a 4 usines, en plus d'avoir les plus. Donc, on a 5 sites très importants. Et nous avons décidé d'implémenter du méthaniseur d'abord dans nos sites industriels, là où on a des besoins énergétiques très forts et où on fait vraiment de la conversion de l'électricité, on va dire, conventionnelle vers de l'électricité verte ou des besoins thermiques verts. D'ailleurs, à quelques kilomètres d'ici, on a notre site qu'on appelait Green Factory de Meknes, qui a été inauguré il y a 1 an lors du SIAM dernier par notre ministre de l'Industrie, Monsieur Mezour, et on était très fiers effectivement d'avoir un taux d'énergie verte sur le site qui est plus que 50%, avec à la fois un méthaniseur et de la biomasse. Et nous sommes en train d'installer de la biomasse, enfin elle est déjà en fonctionnement à notre usine de Fribensala et également en cours de route sur El Jedida. Ce sont des programmes qui coûtent plusieurs dizaines de millions de dirhams. Donc bien entendu, on fait ça pas à pas. Et évidemment, on a déjà examiné le cas de l'Eplus. Pour l'instant, on fait déjà une première étape de séparation des affluents. Mais pour l'instant, on n'a pas de système de retour sur investissement, certainement parce qu'on a moins d'utilisation électrique sur place. Donc il vaut mieux d'abord équiper les usines, faire des usines vertes, et après je pense qu'il sera temps, surtout si on a un peu d'appui gouvernemental dans cette direction, pour avoir des fermes plus vertes en termes d'énergie. Voilà, il y a un autre candidat à l'énergie verte sur les fermes, c'est le solaire, parce qu'on a en général beaucoup d'espace.
Donc ça peut aussi être une option d'aller vers le solaire sur nos fermes. Voilà. Merci beaucoup, Madame Alquier. On a eu beaucoup de bonnes idées. On a eu beaucoup de recommandations. Je vais essayer de restituer du mieux que je peux vos principales pratiques durables que l'on s'invite tous ensemble à inscrire dans une feuille de route, à organiser et à adresser de manière collective, collégiale et en intelligence co-construite. On a d'abord parlé bien évidemment du choix des cultures fourragères. On a beaucoup parlé aussi de l'optimisation et de l'équilibre nutritionnel, mais aussi des méthodes alternatives, comme il est le cas pour les huiles essentielles. L'amélioration des méthodes d'abreuvage et la réduction de la consommation d'eau par litre produit. Le renforcement de l'innovation et le renforcement de l'agrégation pour permettre justement ce transfert et ce passage d'innovation technologique, mais aussi la formation et l'éducation de nos éleveurs à travers notamment la proximité, la communication, la présence sur le terrain et puis le rajeunissement de cette population. On a parlé patience parce qu'il y a un vecteur humain important qui est au centre de ce secteur, qui est au centre de tout le sujet de la résilience. Au-delà de la résilience climatique, il y a une résilience sociale qui reste une priorité. Et puis, il y a le pont, le lien continu à faire entre le terrain, entre l'expertise terrain et entre la recherche, se permettre de tester des initiatives, se permettre des proof of concept et se permettre de tout le temps remonter ce feedback loop, comme on le disait. On s'est donné pour objectif, lors de cette rencontre, d'abord d'identifier ensemble des pratiques innovantes et durables. Et je pense qu'on en a eu plusieurs qu'on va inscrire, qu'on va développer et qu'on mettra à l'agenda des différentes parties prenantes qui sont aujourd'hui impliquées sur cette thématique de résilience climatique et d'élevage laitier durable. On s'est également donné comme objectif de stimuler le débat national. C'est un objectif que Centrale Danone porte à cœur en tant qu'acteur majeur de cette industrie, d'accompagner ces différentes parties prenantes, d'accompagner ces différents partenaires à adresser les enjeux pressants du réchauffement climatique, de la résilience, de la durabilité de nos filières agricoles et de nos filières industrielles. Et puis enfin, de renforcer la gouvernance, de renforcer le rôle et responsabilités des différentes parties prenantes. Et ce sera, je l'espère, un chapitre conséquent de cette feuille de route que l'on mettra à plat ensemble. Je vais vous remercier pour votre présence, pour la qualité de vos interventions et je donne bien évidemment le mot de la fin à Madame Nathalie Alquier, présidente directrice générale de Centrale Danone. Alors merci de votre patience et de votre attention. Merci énormément à nos panélistes, certains venus de loin et en tout cas ayant parcouru tous, je pense, pas mal de kilomètres pour être tous au rendez-vous ici, nous faire partager en toute transparence des choses vraiment intéressantes et inspirantes. Donc pour faire court, ce que je veux dire, c'est que pour Centrale Danone, nous sommes en chemin. Ceci n'est qu'un début. On a de grands défis devant nous et je crois qu'on a démontré là que c'est bien un objectif commun qui est partagé à travers énormément d'intervenants, différentes sociétés avancées, agriculture de précision, méthodes alternatives, la recherche en amont, les plus grands experts autour des pôles d'excellence au Maroc, des coopérations internationales et je crois qu'on a tous en fait un même objectif qui est de rendre la production laitière au Maroc autonome, résiliente et moderne, moderne au sens de durable et qui va rester forte avec des acteurs qui pourront en vivre en toute dignité et avec beaucoup de fierté. Voilà, donc je pense qu'on a devant nous
un objectif commun louable et nous allons poursuivre le travail d'essayer à notre mesure d'agréger au maximum toutes les bonnes volontés et toutes les expertises. Merci beaucoup. Je vous demanderai de... Je vous garde 2 minutes sur scène pour prendre une photo de groupe, si vous le permettez. Merci beaucoup.